camarade de lutte Kojogan, patriote togolais. Il est venu chez moi pour que ensemble nous discutons, nous menons des réflexions sur des sujets de notre société. Et aujourd'hui, nous voulons parler d'un fait de notre écosystème éducatif. Ça fait depuis un bon moment où l'école togolaise a produit des vagues de gens. Et à la fin, je demande quel est l'objectif réel de l'école togolaise. On fait 10 ans d'études, 13 ans d'études, 14 ans d'études. Et à la fin, on devient quoi? Des enseignants dans les privés. Parce que les privés consomment plus de 80, bien 90% des enseignants de l'école au Togo. Et des gens deviennent des conducteurs de taxi-moto, des chauffeurs, et d'autres sont obligés de faire des sous-métiers pour survivre. Et d'autres, leur licence, c'est de la mendicité. Vu de tout cela, on se pose des questions. Et d'autres sont obligés de fuir le pays. Quand on voit dans nos quartiers, 80% des jeunes de nos générations sont à l'extérieur, soit dans les pays limitrophes ou bien en Europe. Est-ce qu'on peut construire un pays sur cette optique où la réussite doit être de vivre à l'extérieur, de fuir son pays? C'est là où la question de l'école togolaise se pose. Et on a l'impression que l'école togolaise est seulement un outil pour produire des états importants. C'est-à-dire qu'on a seulement des individus pour pouvoir servir un système. Et on a des diplômés ou bien des gens qui ont fréquenté, mais qui au même moment il n'y a pas d'emploi, au même moment ont un discours de complaisance envers le système, bien un discours d'acceptation, ou bien un discours de fuite. Et nous posons des questions face à cela. Que pourront faire des parents? Et aujourd'hui, un parent qui envoie son enfant à l'école, on a l'impression que l'enfant amène l'enfant pour qu'on détruise son enfant, pour qu'on tue son enfant, on assassine son enfant, parce qu'on investit dans des enfants, dans des élèves, des années d'études, et après, il ne donne rien. Après, on te dit que l'enfant doit auto-entreprendre. Et que l'enfant, c'est maintenant qu'après des années de son diplôme qu'il faut auto-entreprendre. Ou bien l'enfant doit maintenant apprendre un métier. Oui, alors, comme c'est une discussion, oui, et qu'il n'y a pas de journaliste, je prends la parole, donc vous la retrouverez bientôt. Oui. Je pense que le système éducatif actuel est fils de l'école coloniale. L'école coloniale que les Blancs, les envahisseurs à l'époque ont emmenée en Afrique. Cette école avait pour objectif de former des commis, c'est-à-dire des gens qui sont au service du maître colon. Et là, les commis, ils servent juste à rester au bureau, à régler certaines tâches. C'est-à-dire que ces écoles-là n'ont pas formé des ingénieurs, des mécaniciens, des créateurs, des inventeurs. C'était uniquement des commis au service des colons. Et donc, le système éducatif actuel provient de là. Nous n'avons pas su réformer notre système éducatif. Si nous prenons l'exemple de la Chine, avec la révolution chinoise qui a conduit au développement de la Chine, la hissant aujourd'hui au rang de deuxième puissance économique mondiale, certains même disent que c'est la première puissance économique mondiale. À un moment donné, les Chinois ont compris qu'ils ne peuvent pas développer leur pays avec le système éducatif qui existait avant. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont envoyé leurs étudiants aller se faire former en Occident, mais dans des matières scientifiques, hein, professionnelles, où on peut devenir créateur, ingénieur, technicien. Et là, quand ces jeunes sont revenus, ils ne sont pas restés là-bas. Pas patriotisme, ils sont retournés dans leur pays. Et là, la Chine a construit un modèle de développement hors pair, inégalable. Et ce pays a surpris le monde entier. Aujourd'hui, ils forment leurs ingénieurs chez eux, parce qu'on ne peut pas se développer avec de la théorie. Dans nos écoles aujourd'hui, ce qui est servi aux étudiants, ce n'est que de la théorie. Et nous avons aujourd'hui des gens qui sont des universités, qui sont de grands diplômés,
des docteurs en sciences, en mathématiques, mais qui sont incapables de vous créer juste un petit élément que la science peut produire. Il n'y a rien de pratique. Ils sont des scientifiques. Ils sont des scientifiques juste de nom. Pour enseigner encore de la théorie. La théorie de qui? De qui? Ouais, c'est ça. Des gens d'ailleurs. Des gens d'ailleurs. Des théories qui ne sont même pas adaptées à nos réalités ici. Ce que la Chine a fait, lorsqu'ils ont acquis la science c'est universel. Hein. Ça appartient à tout le monde. Ce n'est pas l'apanage seulement des Occidentaux. Non, si nous allons même plus loin, on retourne dans l'Égypte antique, on verra que à l'époque des pharaons, les Africains et les Noirs avaient développé de la technologie. Les Thalès ont appris. Exactement, les Thalès, les Pythagore sont passés là-bas pour apprendre de la mathématique et même de la philosophie. Voyez-vous? Et donc, aujourd'hui, il faut réformer notre système éducatif et la tourner plus vers la pratique. Nous ne disons pas que des matières comme la philosophie, la littérature et autres sont inutiles. Ce n'est pas ce que nous disons, mais ceux qui se disent scientifiques, ceux qui vont à l'école pour devenir des scientifiques, des techniciens, doivent être à même de produire, de créer. Mais ce n'est pas le cas. Oui. Aujourd'hui, nous constatons qu'ils ne servent pas à grand-chose. Oui, et la question aujourd'hui que l'école, tu es d'accord avec moi, l'école c'est un outil politique. Exact. Et ceux qui sont au pouvoir n'auront pas l'intention, bien n'ont pas l'intention d'avoir une école pour pouvoir permettre aux jeunes, bien aux Togolais de se développer leur potentiel humain. Donc, quand on dit qu'il faut réformer l'école, pour que l'école puisse développer les secteurs professionnels, etc., là, je pense que ça ne peut, ceux qui sont là aujourd'hui, je doute fort que ceux-là peuvent aller dans ce sens-là. Et en attendant que nous ayons le royaume politique, en attendant que nous enlevons, que nous travaillons pour que nos enfants ne soient pas victimes de cette école politique néocoloniale qui n'est que l'héritage du colon, il va falloir que, parallèlement, quand nous avons nos enfants à l'école pour qu'ils puissent apprendre à lire, à compter, nous les poussons aussi à apprendre des métiers qu'on a chez nous. La maçonnerie. C'est aussi de la pratique également. Menuiserie, le tressage, etc., etc. Il va falloir aussi que nous intégrons dans nos habitudes que notre art culinaire togolais, c'est une matière première. Quand on voit dans chaque culture, dans chaque région, les mets qu'on a, c'est beaucoup. Imaginons si on les transforme, si on va les mettre dans des hôtels pour les vendre. Quand j'y réfléchissais au niveau du Burkina, imaginons si on développait les mets togolais là-bas. Mais combien de personnes iront acheter là-bas? Niger, Sénégal, et Nigeria, ces pays là-bas, ils sont réputés, ils ne sont pas forts dans la préparation, etc. Avant que ceci ne m'échappe, je voudrais dire que c'est un manque de volonté politique. Parce que les dirigeants que nous avons ici sont des dirigeants qui n'ont pas été choisis de façon démocratique. Mais si je prends l'exemple du Rwanda, par exemple, qui n'est pas aussi un pays démocratique, qui est dirigé par M. Paul Kagame, il y a des efforts qui ont été faits pour que le système éducatif soit rénové. Vous êtes d'accord avec moi? Entre-temps, on a entendu parler du Maraphone, un téléphone, un smartphone qui a été fabriqué sur le sol rwandais. Il y a des efforts qui ont été fournis dans beaucoup de domaines, des jeunes étudiants qui ont accès, par exemple, aux tablettes, aux ordinateurs, et tout est fait pour que ceux qui veulent étudier les sciences, par exemple, soient dans les conditions nécessaires, idoines, pour pouvoir devenir des gens, des créateurs en fait pour la nation rwandaise et donc pour l'Afrique. Et aujourd'hui, nous sommes en train de constater que le Rwanda est en train de se développer, hein, à petits pas bien sûr, mais ça avance à ce niveau. Je pense qu'ici, il n'y a pas de volonté politique. Oui, vous avez raison, ils n'ont pas envie de le faire, mais c'est-à-dire qu'on peut, ne pas être bien élu et quand même avoir des idées pour développer sa nation. Quand nous prenons Lee Kuan Yew, c'est un ancien premier ministre au Singapour qui a dirigé ce pays pendant plus de 30 ans. Mais sous son règne, le Singapour a connu un essor. À l'époque, avant son accession au pouvoir, le Singapour était un champ de marécage. Personne ne pouvait parier sur ce pays en disant que ce pays allait devenir un hub pourquoi chez nous actuellement. Pourquoi chez nous en Afrique,
ceux qui veulent rester au pouvoir pour le pouvoir ne pensent pas ainsi, parce que c'est une chose que je ne comprends pas. Dans des pays, surtout dans les pays asiatiques, où tu vois quelqu'un est au pouvoir pendant 40 ans, quand vous voyez comment la personne construit le pays, on s'étonne. Même au niveau de Gaddafi là-bas. Oui, en Libye. Oui, on s'étonne. Mais pour le Kagame aussi. Oui. Qu'est-ce qui manque ici que les nôtres, la seule chose qu'ils savent faire, c'est de s'accrocher simplement au pouvoir. Pour le pouvoir. S'accrocher et ne rien faire. Et là, c'est encore plus grave. Et on plonge le peuple dans la complaisance, dans la facilité, dans la médiocrité totale. On ne met pas l'accent sur le demandeur qu'on est dans un monde compétitif. C'est là où je pense que l'éducation, oui, il va falloir que les parents, le rôle qu'ils jouent aujourd'hui seulement en donnant de l'argent à l'enfant d'aller à l'école, en les achetant des fournitures, bien en leur donnant des répétiteurs, est insuffisant. Il va falloir que l'enfant, le parent, s'implique activement dans la construction de la personnalité de son enfant. Il va falloir qu'on amène les enfants à faire des recherches, à apprendre au-delà de nos programmes éducatifs. Parce que le programme éducatif qu'on a maintenant, moi je dis, c'est un programme éducatif poison qui est là pour détruire nos enfants, nos frères. En attendant la récupération du royaume politique, nous parents investissons activement dans la construction de la personnalité de nos enfants. Oui, dans le même sens, je pense qu'il est nécessaire que nous opérions un changement de mentalité. Parce que nous aussi, nous avons été ainsi formés. Ça a été le cas de nos parents, et ça provient depuis l'école coloniale, comme je l'avais dit. C'est-à-dire qu'on va à l'école et après, on reste dans des bureaux. C'est ce qui est dans notre mentalité. C'est-à-dire aller à l'école, après, on reste dans des bureaux pour travailler, gagner de l'argent à la fin du mois. Nous avons été ainsi formés. Ça fait que notre mentalité n'est jamais tournée vers l'entrepreneuriat, par exemple. Mais si nous prenons des pays comme le Ghana, par exemple, on voit que des jeunes Ghanéens ont l'idée, des tout petits, de créer, de faire quelque chose, de se battre pour, faire quelque chose, créer quelque chose. On les a vus au Togo ici, je me rappelle bien, vous en rappelez également, faire des métiers de shoemaker, cordonnier. Ils étaient même des coiffeurs. Ils se promenaient de village en village, de ville en ville pour coiffer les enfants et gagner de l'argent. Si on prend également les Nigériens, les jeunes Nigériens, très jeunes, on les voit au marché en train de proposer des articles, oui, avec un français approximatif, mais ils se battent quand même et après des années, on les retrouve au grand marché, grands patrons, grands propriétaires, grands détenteurs de boutiques et riches. Donc, à ce niveau, ce que vous dites est vrai, il faut un changement de mentalité. Ce n'est pas forcé que tout le monde aille à l'école pour rester dans les bureaux. Oui, on en a besoin de ces gens également, mais on peut réussir dans d'autres domaines en apprenant des métiers, par exemple, en devenant de grands tailleurs, de grands cordonniers, de grands menuisiers. Mais, M. Fobi Katakou, vous savez très bien que dans la mentalité, on pense que ces métiers-là sont des sous-métiers. Oui, c'est l'idée là qu'on a, c'est l'idée réductrice qu'on a de ces métiers. Pas toi et moi, hein. Oui. Mais de façon générale, de l'opinion, c'est-à-dire on a fait croire aux gens qu'aller à l'école, c'est une source de recette, c'est une source de réussite. Et que ceux qui ne vont pas à l'école, qui s'en vont apprendre un métier, c'est un échec social. Alors que c'est faux. Les chaussures que nous portons, la plupart sont fabriquées par qui? Par les cordonniers qu'on a recrutés dans des entreprises. Alors que nous-mêmes, nous pouvons produire ces chaussures-là ici. Les habits que nous portons sont fabriqués par qui? Par les tailleurs qu'on a recrutés dans des entreprises. Exactement. Le problème chez nous, que quoi? Le métier doit dépasser le stade individuel. Je voudrais que nos patrons intègrent dans leur manière de faire, de construire l'atelier, un schéma d'entrepreneuriat. Un schéma de marketing et de la vente en série. Il ne faut pas qu'on se limite seulement à une pièce. Je suis tailleur, mon objectif c'est d'avoir un atelier ici, c'est fini. Non. J'ai un atelier ici. Comment est-ce que mon atelier doit être dans tous les quartiers, bien dans toutes les villes? Comment est-ce que je peux pouvoir vendre dans toute l'Afrique? On doit avoir des rêves. Je suis maçon. Est-ce que je dois me limiter seulement à être maçon? Pourquoi pas? Moi, je ne peux pas être entrepreneur. J'ai vu un Nigérien. Il a commencé par la vente des motos d'occasion. Aujourd'hui, le gars fabrique des voitures au Nigeria.
Donc, je pense qu'il va falloir le que... problème de mentalité. Oui, il va falloir que nous, Togolais, et surtout nous, jeunes, nous arrivons à faire comprendre aux gens autres qu'il y a de l'argent partout. C'est la manière dont on vend le produit. Et hier, on a train de parler de métier de vulgarisateur. Oui, oui. Et quand la plupart des gens voient que, bon, quelqu'un qui dit qu'il va être vulgarisateur, quand un pneu, il y a un pneu trouvé, Oui, oui, réparé, c'est de l'échec. C'est de l'échec ou bien que la personne a échoué. C'est un sous métier. C'est un sous métier. Mais quand on y voit bien, il y a de l'argent dedans. C'est eux qui vendent les pneus, c'est eux qui vendent les chambres à air. Et quand une voiture, comme vous mettez de l'air dans une voiture, 4 roues là, je reviens sur le changement de mentalité parce que vous, je prends votre exemple, vous avez été à l'université, vous êtes diplômé. Oui. Mais cela ne vous a pas empêché de devenir entrepreneur, d'élever des poulets, des pigeons, des canards et autres. Oui. Ça se trouve au niveau de la tête. Le jeune qui va à l'école et qui est diplômé, il pense qu'il ne peut pas devenir vulgarisateur, alors que c'est un métier à part entière qui peut lui permettre de subvenir à ses besoins, de construire sa vie. Je voudrais qu'on revienne sur la réforme du système éducatif. Vous dites que oui, ceux qui sont là ne peuvent pas le faire, mais on doit les appeler à le faire. Parce qu'aujourd'hui, je prends un exemple. Il y a une pandémie qui est en train de malmener le monde entier, mais l'Afrique n'a pas été en mesure de trouver un vaccin. Mais sur tous les continents, si on prend l'Asie, il y a eu des vaccins qui ont été trouvés à ce niveau, l'Europe également, l'Amérique également a trouvé des vaccins. Mais sur tout ce grand continent, il n'y a pas eu de vaccin trouvé. Pourtant, nous avons également des spécialistes, des infectiologues, des médecins. Il y a eu tous ces diplômés qu'on retrouve ailleurs, on les a ici, mais ils ont été incapables de fusionner leur énergie, leur intelligence pour nous trouver un remède efficace à ce mal. Ça prouve que notre système éducatif c'est un échec total. C'est un échec total. Ça ne forme pas des gens capables de créer, d'innover. Volonté politique. Oui. Parce qu'on ne peut pas, après 60 ans, devant une telle pandémie, qu'on dit tous les continents, ou bien certains pays des continents ont sorti leur vaccin, que l'Afrique attendent que l'autre fabrique un vaccin et les envoie comme des cadeaux et on applaudit. C'est une honte. Il va falloir que la génération actuelle, les jeunes à génération future, on repose véritablement la question de la santé. La santé doit devenir une préoccupation majeure en tous. Parce que la politique sanitaire dans nos pays, c'est une honte. On ne peut pas soumettre sa vie à un système sanitaire étranger. Quand il y a conflit, quand il y a une guerre contre nous maintenant, est-ce que nous pensons qu'eux vont vouloir nous accueillir dans leur système sanitaire pour nous sauver? Non. Voilà. Donc notre système éducatif doit intégrer des éléments qui rentrent dans nos habitudes, dans nos réalités. Oui. Je pense que chez nous, il y a des tradithérapeutes. Oui, il y a des gens qui développent des techniques naturelles pour guérir des maladies et tout. Oui, il faut donner une considération à ces pratiques-là qui viennent de chez nous, qui proviennent de notre culture. Il faut investir dedans. Oui, envoyer tout ça à l'université pour que ça constitue des domaines d'études, ou les développer également. Parce que nous devons avoir un système éducatif qui sort de nos réalités, ou bien oui, qui fait référence à nos réalités, à notre culture, mais nous avons toujours tendance à copier des modèles venus d'ailleurs et les coller ici. Ça ne peut pas marcher à tous les coups. C'est du business de l'élite. Il va falloir qu'on revoie nos réalités. Surtout la question des tradithérapeutes. Il y a beaucoup de choses, de savoir chez eux. La Chine l'a fait. La Chine n'a pas mis à l'écart leurs tradithérapeutes. Non. Et ils les utilisent pour le moment avec les méthodes modernes. Donc, parce que dans nos hôpitaux, quand on veut créer un hôpital là, quand on crée un hôpital, il faut penser que bon, dans cet hôpital là, il doit y avoir aussi. Et vous allez conclure sur ça? La place des tradithérapeutes. Comment est-ce que. Parce qu'il n'y a pas de journal, nous risquons de. Oui. Comment est-ce qu'eux aussi peuvent aider souvent dans certaines maladies? Dans certaines maladies, les méthodes modernes ont des limites.
il faut des savoirs des thérapeutes pour certains herbes, pour guérir certaines choses de manière très simple, que la médecine moderne n'arrive pas. Donc, il va falloir que notre école soit adaptée à notre réalité et qu'on puisse revaloriser ce qu'il y a de positif dans notre environnement. Merci beaucoup.